Vous avez dû, comme moi, entendre et lire les témoignages de nos concitoyens, les inquiétudes légitimes de certains, les craintes justifiées des autres. Nous ne pouvons aborder ce lourd sujet avec des certitudes. Et c'est bien ce que je retiendrai de ce débat, dans lequel je me suis particulièrement impliquée depuis plusieurs mois. L'inquiétude de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée, de ne pas être respectée. Nous ne pouvons accepter qu'à la difficulté de chacun d'affronter la mort s'ajoute la crainte de ces circonstances. J'ai entendu les témoignages de Français qui craignent que leur vie soit abrégée contre leur volonté. J'ai entendu les témoignages de Français qui craignent de se voir otages de machines sur un lit d'hôpital. J'ai entendu les témoignages de Français dont les convictions s'opposent à ce qu'on permette d'abréger la vie d'un malade qui en fait la demande. J'ai entendu les témoignages de Français qui veulent affronter sereinement leur fin de vie en sachant qu'une issue leur sera possible quand leur existence leur sera insupportable. Comment ne pas entendre ces inquiétudes? Elles sont tellement légitimes. Et comment ne pas s'inquiéter dès lors que 2 Français sur 3 n'ont pas accès aux soins palliatifs? Comment ne pas s'inquiéter lorsqu'on a vu mourir un proche impuissant face à sa demande d'en finir? Comment ne pas s'inquiéter lorsqu'un proche décide de partir mourir à l'étranger, loin des siens, par peur de se retrouver piégé? Ces inquiétudes naissent d'un encadrement ambigu de la fin de vie, trop souvent sujet à interprétations diverses. C'était le point faible de la loi Leonetti de 2005, qui était claire sur la fin de l'acharnement thérapeutique, mais bien trop floue sur les possibilités de soulagement des souffrances en fin de vie. Et nous constatons tous aujourd'hui que c'est aussi le cas de l'engagement 21 du président de la République, qui proposait d'autoriser l'assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Alors que de nombreux Français, dont je fais partie, y voyaient un engagement à légaliser une assistance médicalisée active à mourir, il est clair aujourd'hui que le président pense remplir cet engagement par le seul droit à une sédation terminale. Le Monde d'aujourd'hui, d'ailleurs, le dit très bien, je cite, « C'est l'histoire d'une promesse de campagne si habilement formulée que chacun y a lu ce qu'il voulait y voir. » De ces ambiguïtés naissent inévitablement des inquiétudes. J'entends aussi des Français qui se sont largement emparés du texte qui nous est soumis aujourd'hui. Certains lui reprochent de légaliser une forme d'euthanasie déguisée, d'autres de laisser mourir plutôt que d'aider à mourir. À vouloir un texte d'apaisement, on joue sur les ambiguïtés et on favorise les peurs. Si je m'en réfère à ce texte, c'est mon point de vue. Si je m'en réfère à ce texte, la sédation profonde peut provoquer la mort, mais le médecin ne doit pas donner la mort avec intention de la donner. Comment cela peut-il s'appliquer concrètement sans crainte? Comment rassurer nos concitoyens face à ces flous juridiques qui persisteront faute de clarification assez nette? Combien de recours juridiques et de jurisprudence faudra-t-il avant que ce texte ne trouve son champ d'application correct? Il n'est certainement pas nécessaire de vous démontrer davantage que ce texte n'atteint pas le compromis d'apaisement qu'il ambitionnait. Aujourd'hui même, l'AD-MD dénonce ce texte devant l'Assemblée et Alliance Vita s'y oppose devant les Invalides. Non, il n'est pas le texte d'apaisement que certains espéraient. Mes chers collègues, il est temps de poser un cadre clair. Il s'agit d'une part de respecter les choix de fin de vie de chaque Français avec des conditions précises et s'assurer que toutes les solutions alternatives leur sont accessibles et proposées, des soins palliatifs à l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. Il s'agit d'autre part de proposer aux médecins une clause de conscience et instaurer une procédure de contrôle pour chaque recours à une aide à mourir, sédation terminale comprise. Des garde-fous qui ne sont pas prévus dans ce texte. Voilà les bases d'un véritable cadre juridique clair, rassurant, respectueux des choix et des consciences de chacun. Il s'agit d'offrir des solutions adaptées à chaque demande, au lieu de forcer chacun à conformer son choix à la seule alternative proposée ici. C'est un choix par défaut qui soulève les réticences et les craintes des uns et des autres. Cette solution du libre choix ne fait peut-être pas consensus aujourd'hui, mais elle fera son chemin avec le temps, comme d'autres avancées de société qui l'ont précédée. Pour élaborer le texte qui nous est soumis aujourd'hui,
le président de la République a décidé que son engagement prendrait la forme d'une initiative parlementaire et non d'un texte gouvernemental. Alors d'autant plus, il est du rôle des parlementaires de s'emparer de ce texte et de le faire évoluer au cours de débats sereins et constructifs. Et nous sommes nombreux à le souhaiter. Rappelons-nous, en 2009, Manuel Valls soutenait ici même une proposition de loi visant à légaliser l'aide active à mourir, et bon nombre d'entre nous l'ont soutenu, dont vous, monsieur le rapporteur, et dont vous, madame la ministre. Par ailleurs, je tiens à saluer la constance de monsieur Leonetti sur ce sujet. Si vous reconnaissez aujourd'hui que votre texte de 2005 a besoin d'être amélioré, vous défendez à travers cette proposition de loi une position cohérente, une proposition de loi d'ailleurs quasiment identique à celle que vous nous aviez présentée déjà en 2013 et qui avait été renvoyée en commission au motif qu'elle n'abordait pas, je cite, « l'éventuelle évolution vers un suicide assisté ». Ces mots avaient été rapportés par notre collègue Bernadette Laclais pour le groupe SRC. À l'inverse, je m'interroge sur la constance d'une partie de la majorité. Au regard des votes de 2009 sur la PPL Valls, des prises de position sur la PPL Leonetti de 2013 et la position défendue sur ce texte en commission par Madame Delaunay, c'est un véritable revirement. À propos de l'examen de ce texte en commission, Madame Delaunay a rétorqué à notre collègue Touraine, qui défendait un amendement sur l'aide active à mourir, je cite, « Nous avions convenu de rester dans les limites d'un consensus. Or, si nous adoptions cet amendement, nous franchirions ces limites et nous détruirions de facto l'esprit du texte. » Et ensuite, de suggérer aux auteurs de l'amendement de déposer plutôt une proposition de loi. Mais 3 semaines auparavant, la proposition de loi que je défendais était renvoyée en commission au motif que, je cite notre collègue Pinville, « il faut sans doute encore apporter des améliorations ». C'est ce que nous allons faire lorsque nous examinerons la proposition de loi de messieurs Claës et Leonetti, dans un accord le plus large possible, mais qu'il faudra bien évidemment enrichir. Un jour, il est trop tôt pour parler de l'aide active à mourir, l'autre jour, c'est trop tard. Comprenez, chers collègues, que le groupe majoritaire ne tient pas une position très cohérente. Certainement est-il divisé sur le sujet, mais ces divergences ne doivent pas empêcher le débat incontournable. Pendant l'examen de ce texte par la Commission des affaires sociales, le débat s'est aussi heurté à plusieurs reprises à la lettre de mission reçue par les rapporteurs. Dans ces conditions, notre Assemblée ne devrait-elle pas elle-même inscrire ses travaux dans le périmètre précis du débat ouvert par l'intermédiaire de cette lettre de mission confiée aux rapporteurs? Permettez-moi d'en rappeler les termes. Il s'agissait d'atteindre un triple objectif. Assurer le développement de la médecine palliative, y compris dès la formation initiale des professionnels de santé, mieux organiser le recueil et la prise en compte des directives anticipées dont le caractère engageant doit être pleinement reconnu, et enfin, de définir les conditions et les circonstances précises dans lesquelles l'apaisement des souffrances peut conduire à abréger la vie dans le respect de l'autonomie de la personne. Comment ne pas voir que le texte qui nous est soumis aujourd'hui constitue une interprétation extrêmement restrictive de la commande passée à nos 2 rapporteurs? J'ai du respect pour le travail de nos collègues, messieurs Leonetti et Claës. J'ai entendu le Premier ministre tout à l'heure nous dire que ce texte était le fruit d'un point de rencontre entre leurs 2 pensées. J'ai toutefois la faiblesse de croire que sur un sujet qui concerne chaque Française, chaque Français, le Parlement ne peut se dessaisir de ses choix et qu'il n'est pas possible de privatiser un débat de cette nature. Ce débat mérite bien mieux que cela. Nos concitoyens nous regardent et attendent avec une exigence légitime que nous ayons enfin, ici, à l'Assemblée nationale, un vrai débat démocratique où chaque opinion pourra s'exprimer librement, se confronter à de vrais arguments de fond et à l'issue duquel chacun d'entre nous votera en conscience. Il n'y a pas de place pour la petite politique sur un sujet comme celui-là. Montrons aux Françaises et aux Français que nous en sommes capables et que nous sommes à la hauteur de leurs attentes. Merci. Merci, Madame.